Allez, second temps de cette série de tables rondes sur l'IA et le travail qualifié. On va un peu passer de l'autre côté du miroir, puisque Bruno Le Maire appelait en octobre dernier lors du salon Big à, je le cite, ne pas louper le coche de l'IA. Le ministre de l'économie affirmait ainsi, je le cite, il y a plus de 30 ans, nous avons manqué le rendez-vous du numérique, laissant les États-Unis prendre le leadership. On voit que quand le locataire de Bercy dit « nous », il parle d'entrepreneuriat. Quand il parle de ne pas louper le coche, il parle d'investissement et de marché. Alors, c'est peut-être d'un « nous » et d'un coche un peu différent qu'on va parler ici, à savoir de l'IA bien comme objet syndical, comme objet démocratique, comme objet citoyen. Quelles réponses aux problématiques de l'IA sont proposées déjà par les syndicats ou quelles réponses restent encore à élaborer? Comment les syndicats peuvent eux-mêmes l'utiliser, cette fameuse IA générative. Bref, l'intelligence collective contre non pas l'IA, mais contre le pire de l'IA, c'est le titre de cette table ronde, c'est ce dont on va parler ici. Autour de cette table avec nous, Emmanuel Lavignac, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Secrétaire national de l'UJIC-CGT, copilote de son collectif Télétravail et Numérique. À côté de vous, deux professions en première ligne. Emmanuel Vire, bonjour. Bonjour. Pour les journalistes, secrétaire général du SNJ-CGT, le syndicat des journalistes CGT. Et Valérie Lefebvre-Haussmann, bonjour. Bonjour. Pour la CGT Banque et Assurance, dont vous êtes la secrétaire générale. Et puis du côté de la recherche, bonjour Raja Chatila. Bonjour à vous. Professeur émérite d'intelligence artificielle, de robotique et d'éthique. C'est ça qui est intéressant à Sorbonne Université. Commençons avec vous un peu de façon générale, Emmanuel Lavignac. Ce qu'on fait là aujourd'hui avec cette journée, ces tables rondes, c'est de mettre en débat ce sujet de l'IA dans ce qu'il a de politique, dans ce qu'il a de commun. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment le cas dans la société à propos de la façon notamment dont elle est déployée, l'IA? Alors, si la question c'est comment ça va et qu'est-ce qui se passe avec l'IA, rien ne va. Rien ne va en tout cas du point de vue syndical. Ça commence bien. Du point de vue syndical, rien ne va parce qu'on n'est pas dans le jeu en fait. On n'est pas du tout dans le jeu. On est coincé entre un droit européen qui est censé réguler la mise en place de l'IA et un droit national qui est un code du travail qui est complètement muet face à ces grandes transformations du travail et avec l'essor du numérique et de l'IA. Donc, dans l'attente, on est coincé donc entre ce droit européen qui, en plus, est lui-même dans une logique de marché, de liberté du marché libre et concurrentiel, et qui a commencé une réglementation. Et concrètement, et ce qui est d'ailleurs écrit, ce qui est voulu, c'est réglementer l'IA sans brimer l'innovation. À côté de ça, on a un gouvernement qui a monté une commission intelligence artificielle avec 25 recommandations. Et je vous le dis pêle-mêle, ce qu'il y a dedans, c'est renforcer nos formations pour développer davantage de talents en France. Je vais déjà m'arrêter sur cette première, il n'y a que 3-4 points. Talent déjà, c'est quelque chose qu'on nous a déjà servi quand on nous parle, nous, dans le milieu du travail, de compétences, c'est-à-dire qu'on remet en question des qualifications. Quand on utilise ce terme, c'est la qualification qui est remise en question. Ensuite, c'est investir pour favoriser l'innovation française sur la scène internationale. Donc, on est sur un objet, effectivement, de développement de la compétence et le rayonnement de la France. Faire de la France un pays à la pointe de la révolution de l'intelligence artificielle. Et là-dedans, tel que vous l'entendez, il n'y a rien sur le travail. Et nous, on ne fait pas partie, pour l'instant, vraiment, de la discussion paritaire là-dessus. Oui, cette commission, est-ce que les syndicats ont été sollicités? L'essentiel de ses membres, c'est le patronat. Hein. C'est des entrepreneurs, en fait. Oui, c'est ça. L'essentiel de ses membres, ce sont des entrepreneurs, quelques scientifiques. Et on n'est pas dans le jeu, en fait, pas du tout. Hein. Donc, nous, le constat, il en est là. Donc, je sais pas, je pense qu'on va pouvoir le développer. Donc, nous, notre idée, et surtout notre devoir et notre sens syndical, c'est vraiment, dans les entreprises, comment on aborde ce sujet de l'IA, comment il intervient dans les entreprises, comment on l'identifie, comment on le bloque ou pas. Et c'est tout un travail qu'on doit faire en interne. Et on a des moyens, parce qu'on a quand même un code du travail qui peut peut-être nous permettre d'intervenir déjà à notre petit niveau avant d'obtenir des droits nouveaux. Donc encadrer l'IA, réglementer, mettre en place des accords pour obtenir des droits nouveaux. Et je
j'enchaînerai d'ailleurs, parce que la première table ronde, ça s'appelait « Au secours, mon collègue est un algorithme ». Et ça, c'est très important. Et à la limite, elle pourrait s'appeler comme ça, d'ailleurs, cette table ronde. Parce que d'ailleurs, on a piqué le titre au papier de Valérie Lefebvre-Haussmann, qui est dans le numéro d'option, effectivement. On lui a gentiment volé son titre pour la première table ronde. Parce que c'est bien la notion même de travail qui est attaquée, la valeur du travail. Enfin, on verra aussi, encadrer le travail, c'est bien, mais il faut aussi récupérer les gains de productivité qui sont dus à l'IA. Et le travail, l'IA, c'est quoi? C'est un travailleur? C'est une personne? C'est quoi? Alors, des droits, on imagine que non, mais quelle est la valeur de ce travail? Et est-ce qu'elle ne va pas dévaloriser notre travail? On a déjà des questions qui se posent en dehors des suppressions d'emplois. Alors, les chiffres macro, c'est 300 millions, et certainement, et peut-être en 10-20 ans, après on nous dit non, mais vous inquiétez pas, on va former les gens. La grande idée, c'est former les gens, mais en réalité, ce qui est vraiment attaqué, c'est la notion de travail, et donc, nous, en tant que syndicalistes, c'est notre objet. Et s'il y a travail, effectivement, il y a objet syndical. Emmanuel Vire, papier également dans Option, le journalisme face à l'IA, entre peurs et tentations, co-signé par des membres du SNJ-CGT, Pablo Ekel, Delphine Banas, Delphine Bauer et Soraya Morvan-Smith. Des expérimentations dans un certain nombre de secteurs, notamment la presse régionale. Et puis, vous voulez peut-être dire un mot de général en réaction à ce qui vient d'être dit. Non, je partage totalement ce que vient de dire Emmanuel. Pour l'instant, on n'y est pas. Dans le monde des médias, l'introduction de l'IA est accélérée. Là, on nous a parlé de tests comme dans tous les secteurs, je pense, pendant des années. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, dans le monde du journalisme ou des médias, ça fait 10 ans que l'IA est apparue. Évidemment, d'abord aux États-Unis. Les premiers à l'avoir fait, c'est l'agence de presse Associated Press en 2014. Alors évidemment, pour les résultats sportifs d'élections, maintenant on sait, tout ça a été généralisé aussi dans les quotidiens français maintenant pour que les soirs d'élections, vous savez, quand vous avez les résultats d'élections, c'est fait en IA maintenant. Même les petits commentaires pour dire dans cette commune, c'est lui qui a gagné face à lui. Si c'est pas un article détaillé parce qu'il y a eu bouleversement, changement de majorité, qu'il faut amener du fond politique, tout ça maintenant c'est fait en IA. Sur lemonde.fr, etc. Donc, arrêtons-nous un instant là-dessus, parce que ça vient dans la suite du reste du numérique. C'était déjà un bouleversement dans le journalisme, le web, le fait qu'il faut produire énormément de contenu. Et comme il faut produire énormément de contenu pour être visible, on va en automatiser un certain nombre. C'est une mécanique inflationniste. Exactement. Et alors, moi, je suis, par exemple, je suis journaliste à Prisma Media, donc, qui est le premier groupe de presse magazine en France, qui est détenu, j'ai cette chance-là, par Bolloré. Depuis juin 21, il a racheté, c'était un groupe allemand. Donc, c'est le premier groupe de presse magazine, un tiers du marché, c'est Femmes Actuelles, Prima, Voici, Gala, enfin plus Gala qu'il a vendu au Figaro, mais voilà, toute une série de télé-loisirs, télé 2 semaines, enfin de la presse grand public, grand format, avec beaucoup de sites qui doivent, comme tu le dis, produire au kilomètre. On nous a annoncé, alors on était censé être sous forme de test d'IA. Évidemment, les instances représentatives du personnel n'avaient été ni informées, ni consultées, ni quoi que ce soit. Et là, on nous annonce au CSE du mois de mars, donc du CSE du mois dernier, qu'à partir du mois d'avril, par exemple, 10% de la production de Voici, et Voici.fr principalement, parce que c'est là où il y a beaucoup de production à la journée, 10% de la production sera fait en IA, sans informer ni consulter le CSE. Quel genre de papier ? Alors là, pour l'instant, ils sont vraiment sur du papier qu'on appelait, nous, du bâtonnage de dépêche, clairement. Alors avant, c'était fait par des humains, maintenant, c'est fait par de l'IA. Après, vérification quand même d'un secrétaire de rédaction qui est obligé de repatiner derrière. Mais effectivement, notre crainte n'est pas trop sur ces petites dépêches, enfin ces petits papiers-là, qui sont vraiment... Comme tu dis, c'est pour engendrer du clic sur les sites, etc., mais qui, éditorialement et dans le fond, n'ont pas une grande importance. Non, ce qui nous inquiète beaucoup plus, c'est l'étape d'après. Parce que, par exemple, Prisma Media, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est exploiter un article de fond, une enquête d'un journaliste, d'un vrai journaliste, d'un être humain, et après, l'IA, l'IA vous en fait 4, 5 formats différents sur supports différents. Et c'est là notre inquiétude de fond. Elle n'est pas trop sur
des papiers voilà, enfin, je ne les qualifierai pas, qu'on a sur des sites comme ça. Mais donc, nous, notre première baston, juste pour terminer et répondre la riposte syndicale, parce que d'abord, et ce qui a été dit aussi dans les interventions des camarades suite à l'expo, etc., d'abord, l'objet et le but, c'est d'y être. Parce que là, on est totalement en retard, comme d'habitude, et totalement dépassé, nous, par nos éditeurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait à Prisma Media? Ils nous ont mis un point au CE, information sur des tests donc d'IA, où en fait, quand on lisait le document que j'ai là, un document, en plus, ils n'ont pas fait grand-chose, ils ne se sont pas beaucoup fatigués, un document de 15 ou 16 pages, information sur l'expérimentation de l'intelligence artificielle au sein de Prisma Media, contraintes et limites. Mais sauf que quand vous rentrez dans le doc, vous arrivez, test voici, phase 2, à partir d'avril, un article par jour par personne, soit 10% de la production quotidienne. Ça, c'est pas un test. Donc, on leur a dit, nous n'assisterons pas à ce point. On a de la chance, la CGT est majoritaire, avec 57% des voix et 11 élus sur 18. Nous n'assisterons pas au point. Nous quittons le CSE. Nous allons faire mettre au vote une résolution qui va nous permettre d'aller ester en justice, parce qu'évidemment, face à l'introduction de cette nouvelle technologie, vous devez nous informer et consulter. Donc évidemment, travailler avec les conseils derrière et tout. Résultat, le lendemain, on a eu une petite négociation en one-to-one et nous avons obtenu l'information-consultation qui débutera le mois prochain. Voilà. Et ce qui va nous permettre d'avoir recours à un expert et enfin de travailler nous-mêmes ce qu'ils veulent faire, les conséquences, à la fois sur l'emploi, comme l'a dit Emmanuel, mais alors nous, comme journalistes, sur l'information, évidemment, délivrée au public, parce que c'est ça aussi qui nous inquiète beaucoup d'un point de vue éthique. Confiance, oui. Ben, bien sûr. Et là, il n'y a rien. Parce que là, c'est pareil, qu'avait prévu la boîte, charte d'utilisation sur l'IA, sans négociation, sans rien. Un peu comme sur les chartes unilatérales de télétravail. Voilà. Valérie Lefebvre-Haussmann, dans votre secteur banque et assurance, l'IA générative, là, elle vient dans la continuation de la gestion algorithmique qui est en place depuis un certain temps déjà. Oui. Une vingtaine d'années, quoi. Nous, ça fait presque 30 ans maintenant qu'on travaille avec l'informatique et les algorithmes. Le premier à avoir dégainé, entre guillemets, sur l'intelligence artificielle générative, c'est le groupe Crédit Mutuel, avec l'introduction et l'achat de Watson, le logiciel d'IBM, pour traiter les mails qui arriveraient de la clientèle. Ça n'a pas été un franc succès au départ, même si, comme c'est présenté systématiquement aux salariés, parce que c'est présenté aux salariés, mais c'est pas présenté aux représentants du personnel, on retrouve exactement ce qui a été dit tout à l'heure. C'est toujours présenté d'une façon positive pour les collègues, en disant on va vous enlever des tâches répétitives qui vous prend du temps, et ça va vous permettre de dégager du temps commercial. Donc, quand on traduit, ça veut dire augmentation des objectifs commerciaux. Donc, c'est pas un gain de temps pour pouvoir bien préparer ses entretiens et puis mieux faire son travail, mais non, c'est pour intensifier le travail. Ça rejoint ce que vous dites, ce qui a été expliqué ce matin par l'économiste Nathalie Greenan sur la vision centrée sur les tâches, la décomposition des tâches et donc la chasse aux petits temps morts. Ouais. Ouais, tout à fait. Sauf que les petits temps morts, on en a besoin. Ça a été dit ce matin, pour que notre cerveau n'explose pas quand même. Ensuite, ça a été mis en place dans d'autres entreprises, toujours sans information, consultation des représentants du personnel. On a eu une présentation par le groupe, je voulais pas le citer, mais je vais le citer, le groupe BPCE au mois de novembre, où c'est déjà avancé. Ils travaillent déjà, ils ont mis en place des tests, pareil, comme chez vous, des tests, des laboratoires pour là ils vont utiliser l'intelligence artificielle pour préparer l'entretien clientèle pour les clientèles professionnelles, donc les patrons d'entreprise. L'intelligence artificielle va aller chercher le profil de notre client sur les réseaux sociaux. Donc il va aller chercher toutes les informations, y compris des informations personnelles, pour nous dire après, faudra aborder monsieur Untel, j'avais pris l'exemple l'autre jour
un fan de rugby, parce que c'est plus parlant, va falloir y aller directement avec lui. Ça, c'est en test aujourd'hui dans plusieurs caisses d'épargne et dans plusieurs banques. Encore une fois, on n'est ni informé ni consulté. Par contre, quand on interpelle les patrons du groupe, alors ils nous jurent vraiment que le dialogue social, c'est important et qu'on va le traiter dans la gestion prévisionnelle des emplois, des compétences. Sauf que dans ces négociations-là, on se retrouve une petite ligne disant on incite les entreprises à... Mais il n'y a aucune obligation, donc les entreprises, ils déroulent le procédé. Et c'est bien accueilli par les collègues Generali. Comme on est en sous-effectif dans quasi toutes les entreprises de nos secteurs, ils répondent aux sous-effectifs par la mise en place d'intelligence artificielle. Donc forcément, les collègues, ils trouvent ça bien parce qu'ils galéraient, ils avaient la tête sous l'eau en permanence et qu'on va leur apporter un outil pour un peu mieux respirer et faire de la bâtonnite, là, pour le coup, parce que c'est produire tous les dossiers sinistres. Raja Shetila, l'originalité de votre parcours, c'est que vous venez des sciences formelles et puis vous êtes frotté à ces enjeux d'éthique. Donc on est dans le domaine des sciences humaines et sociales. Système d'IA générative, enjeu de démystification et d'éthique, c'est le titre de votre papier dans ce numéro d'option spéciale IA. Quels enjeux vous voyez déjà émerger de ce qui a été dit? On a des enjeux de véracité, de vrai et de faux, et puis on a des enjeux de qualité de la décision qui est prise par rapport au risque. Raja Shetila. Oui, merci. Il y a plusieurs enjeux, effectivement, mais je voudrais commencer par un point important qui a été mentionné depuis assez longtemps, d'ailleurs, depuis ce matin. C'est la justification de l'intelligence artificielle, c'est augmenter la productivité. Quand vous regardez les sources, vous ne voyez que rarement des études sérieuses et chiffrées qui disent, voilà, on a utilisé l'intelligence artificielle générative et l'augmentation de productivité a été de temps, on a fait des tests, etc. Vous avez très très souvent des affirmations de style potentiellement, etc. Alors oui, potentiellement, parce que par principe, l'intelligence artificielle va automatiser un certain nombre de choses. On a parlé de la décomposition en tâches. Il y a toujours cet argument disant que comme ça, les humains pourront se focaliser sur les tâches cognitives. Moi, personnellement, je ne sais pas exactement quand est-ce que je fais des tâches cognitives et des tâches qui n'en sont pas. Le cerveau mélange un peu tout ça. Oui, puis il ne s'arrête pas, le cerveau. Et il ne s'arrête pas. Parfois, je me réveille en pleine nuit avec des idées. Je pense que quand je dormais, je ne faisais pas de tâches cognitives. Enfin, je ne sais pas. Donc, il y a quand même des affirmations un peu faciles qui ne sont pas fondées. Alors j'ai trouvé une étude, je ne sais pas quelle est sa qualité, parce que je n'ai pas eu le temps de vérifier. Est-ce qu'elle a été faite par des humains, j'achète? Je suppose, il y a un auteur avec son nom, donc, et je ne pense pas que ce soit une étude académique en plus. Donc en fait, ils ont fait des tests sur 3 types de tâches, où ils ont utilisé de l'intelligence artificielle et ils ont fait 2 groupes, un groupe qui n'utilisait pas et l'autre groupe qui l'utilisait avec 3 tâches différentes. Une tâche une mission qui consistait à répondre à des demandes de clients dans une entreprise de logiciels. Ils ont constaté qu'il y avait une augmentation de productivité de 13,8%. Pour le groupe qui utilisait de l'IA. Un autre groupe, c'était la rédaction de documentation professionnelle, donc documentation un peu habituelle, mais enfin professionnelle, donc gain de productivité de 59%. Et ce qui est intéressant, c'est le 3e groupe qui faisait de la programmation, du codage. Augmentation de productivité, 126%. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que effectivement, on voit que dans la première tâche, il y a une interaction avec le client, des choses assez imprévisibles parfois, même si on peut détecter des régularités.
Oui, et ben là, la productivité n'a pas beaucoup augmenté parce que c'est vraiment de la réflexion, de la décision, de la réaction humaine. Il n'y a rien de plus imprévisible que l'interaction entre des humains. Et plus on va vers des choses qui sont effectivement assez formalisées, donc la programmation, parce qu'on utilise souvent, on réutilise des programmes, etc. Ben oui, là, ça fait sens. Oui, c'est des choses du genre, il faut le préciser. Codage écrire informatique. Des lignes de code, voilà, c'est ça. Voilà, codage informatique. Et puis, rédaction de documents, ça ressemble un peu à la tâche que notre ami a mentionnée, c'est-à-dire produire du texte au kilomètre. Ça peut être effectivement automatisable. Mais le contenu, en revanche, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'est pas extrêmement créatif. Alors, pour ensuite dire un mot quand même sur le rôle que l'IA peut jouer, parce qu'elle peut jouer un rôle utile et intéressant, mais il faut toujours l'utiliser avec beaucoup de précaution, parce que ce sont des systèmes statistiques, ça a été bien expliqué, et donc les résultats qu'ils fournissent, les textes qu'ils vont produire, le cas échéant pour l'IA générative, mélangent des choses qui ne devraient pas être mélangées, c'est-à-dire du vrai et du faux, et donc la vérification est importante. Or, qui peut vérifier le résultat si ce n'est quelqu'un qui a la compétence pour vérifier les résultats? Parce que, par définition, vérifier, c'est comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes. Donc, il y a un risque, c'est que cette compétence se perde, que les productions soient de moins bonne qualité, et que donc on aboutisse à une situation où finalement, globalement, il y a plus de productivité, mais plus de médiocrité en même temps. Emmanuel Lavignac. Oui, je suis là. À ce sujet, qu'est-ce que... Il y a plusieurs choses. Je voulais revenir sur effectivement ce qui a été dit auparavant sur comment on peut agir dans l'entreprise quand même. Là, en ce moment, les IA sont implantées directement sans qu'il y ait d'infoconsultation. En même temps, on sait très bien que les infoconsultations, ça n'a pas non plus un grand poids. Mais étant donné que déjà à notre niveau, comme je disais au début, localement, il faut quand même qu'on s'approprie le sujet. Et donc, qu'on s'approprie le sujet au plus près du travail. Donc oui, la première chose à faire, c'est essayer, enfin imposer l'infoconsultation sur l'implantation d'une IA et demander une expertise pour projet important en fait, parce que innovation technologique, ça existe encore dans le code du travail. Je disais tout à l'heure qu'on peut encore s'appuyer un peu sur le code du travail qui est là. Donc déjà obtenir cette expertise. Et cette expertise, là je vais être un peu technique, mais effectivement après ce que nous, il faut qu'on essaye de savoir, c'est identifier déjà les données, ce qu'il y a dans la boîte noire en fait de cette IA, d'où elle vient. J'ai un exemple très précis qui m'a été rapporté tout à l'heure chez Capgemini. On l'aura, donc qui est un grand groupe de prestations de services et cabinet de conseil en stratégie, qui conseille énormément de collectivités publiques, où on leur a imposé une IA, donc apparemment un petit peu inoffensive, qui s'appelle Copilot et qui est censée les aider à mieux travailler. Au final, Copilot, c'est une IA pour Capgemini qui va se nourrir du travail des ingénieurs et des cabinets de conseil et des consultants de Capgemini, et c'est fait par Microsoft. Donc ça veut dire que ça, quand on nous installe une IA, il faut à tout prix attaquer le sujet, d'où viennent les données, où vont les données, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte noire, que deviennent notre travail, déjà ça. Savoir aussi après l'impact de l'IA dans l'entreprise. C'est-à-dire dans l'entreprise, quels sont les métiers dans l'entreprise qui vont être impactés? En quoi soi-disant, ça va les aider? Puisqu'effectivement, on nous le vend comme une aide. Mais en réalité, savoir... alors, ce qui est très intéressant dans ton cas, c'est parce qu'ils ont chiffré 10% d'articles faits par l'IA, etc. Donc, effectivement, l'impact. Et puis surtout, quand arrive un moment où on commence à parler de rupture conventionnelle collective, comme c'est déjà le cas, ou de PSE, parce qu'il y a une installation de l'IA, essayer de bloquer aussi ça. Comment? En disant, attendez, normalement, si c'est un licenciement économique, mais en général, ils font pas l'erreur, en réalité.
c'est de dire un licenciement économique, il faut effectivement, vous avez le droit de licencier économiquement parce que vous allez vous adapter, mais c'est aussi en général parce qu'il y a des problèmes économiques. Donc déjà, essayez de fouiller en disant, il n'y a pas de problème économique. Donc pourquoi est-ce que vous voulez vous débarrasser de gens ? Quels sont est-ce qu'on a besoin de cette IA à tel endroit, etc. Et de vraiment creuser pour absolument bloquer tout ce qui est en train de se mettre en place sur des suppressions d'emplois. Et je rappelle aussi, même si ce que je disais tout à l'heure, il faut construire du droit par rapport à ça. Je disais tout à l'heure que quand on a du licenciement économique, normalement, on ne peut pas remplacer tout de suite sur un poste. Quand un poste est supprimé, on ne peut pas remplacer tout de suite. Alors, ça s'est un peu assoupli. Avant, c'était 6 mois. On ne pouvait pas remettre quelqu'un en CDI. Aujourd'hui, ce serait peut-être 3 mois, mais peu importe. L'important, c'est de dire, oui, l'IA, c'est pas une personne, mais ça remplace un travail humain. Donc, si on va pas chercher à produire du droit pour l'IA, en tout cas, nous, on doit chercher à préserver les droits acquis pour les salariés. Donc, essayer de travailler, et il y a d'autres choses à faire aussi, des accords. Mais justement, est-ce que dans le cadre l'état actuel du droit, le travail non humain, il compte ou pas? Est-ce que du coup, on peut dire, vous n'avez pas le droit de me licencier parce que vous êtes en train de me remplacer par un travail non humain? Eh ben, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça où nous, on doit peser le débat. Parce que, évidemment, on va leur mettre ça sous le nez, donc il va y avoir une complexité. D'accord ? Alors on va nous dire, ben non, c'est pas du travail humain, c'est un outil. Vous voulez pas non plus que je lui donne le droit de grève, par exemple. D'autant qu'on a vu qu'il n'a pas de conscience. Donc, mais c'est du travail quand même. Voilà. Mais c'est du travail quand même. Donc après, c'est difficile pour nous de penser ça. C'est pas non plus du travail gratuit, c'est du travail qui donne du gain de productivité ou en tout cas du profit. Donc oui, il va falloir pour les chatouiller un petit peu et pour augmenter et pour avoir des droits nouveaux, de poser ce genre de questions qui sont problématiques, mais qu'on doit absolument faire. Raja Chatila, puisqu'on a parlé de qualité des données, de qualité des résultats également, je voudrais vous entendre là-dessus sur les conséquences sur ce qui est produit avec de l'IA. Effectivement, la qualité des bases de données qu'on lui fournit, du coup la maîtrise qu'on a dessus, et puis ces fameuses hallucinations, ces absurdités produites par l'IA, qui ignorent le vrai, le faux, qui racontent parfois des choses sans comprendre, qu'il y avait de l'ironie, etc. Oui, alors pour la qualité de données, il faut, je crois, distinguer déjà 2 choses. Les systèmes d'IA qui étaient utilisés avant l'IA générative, c'est-à-dire ceux qui font ce qu'on appelle des prédictions, donc ils sont alimentés par de grandes quantités de données, extrayant de ces données des régularités, c'est-à-dire des éléments qui se retrouvent fréquemment dans les différentes données, des alignements de pixels pour des images, des successions particulières, des configurations particulières qui ne sont pas forcément évidentes à l'œil nu, pour produire un modèle statistique de ces données. Alors, si les données, donc c'est un système statistique, donc tout statisticien sait que si les données ne sont pas de bonne qualité, le résultat de la statistique n'est pas bon et est biaisé. Et c'est là qu'il y a un sujet important sur la qualité des données qui sont utilisées pour être représentatifs de ce qu'on veut étudier. Donc si par exemple je veux utiliser un système pour reconnaître des visages dans des images, et si je n'ai pas dans ma base de données d'apprentissage suffisamment de variété dans les visages, eh bien, le système ne reconnaîtra pas après certaines couleurs de peau ou certaines configurations de visage. Par exemple, s'il y a personne avec des lunettes, bon, ce sera peut-être difficile. En ça, ces systèmes sont très sensibles à la qualité des données. Mais le phénomène des hallucinations est un peu différent, parce qu'il ne dépend pas de la qualité des données en elles-mêmes. C'est inhérent au système dit génératif, parce que ces systèmes sont entraînés sur de très 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 grandes quantités de données. Et on parle surtout de systèmes qui sont qui ont été conçus pour analyser des textes, du langage naturel et produire du langage naturel. Donc, comme ChatGPT, maintenant, qui ont été généralisés à des images, à des vidéos, à des sons, à des voix, etc.
La méthode de fonctionnement de ces systèmes, c'est de vous produire, donc générer, c'est pour ça qu'il s'appelle génératif, de vous produire la suite la plus probable de votre demande, de votre requête. Donc si je dis, je commence un poème par exemple avec ChatGPT, un poème à la Baudelaire, disons, je vais commencer par dire souvent pour s'amuser les hommes d'équipage prennent des albatros. Il ne va pas me donner la séquence exacte parce que c'est bien connu et protégé par les droits d'auteur, mais il va me produire un poème qui ressemble un peu au style Baudelaire. Bon, c'est un poème, ça ne prête pas à conséquence. Le problème, c'est que cette génération de la suite statistique la plus probable de ce que vous avez demandé n'a aucun rapport avec la réalité, en fait. C'est juste ce que, statistiquement, il va trouver le plus probable dans cette grande quantité de données qui ont été mélangées ensemble et qui produisent, donc, qui sont un modèle. Et quand justement, quand les textes apparaissent au fur et à mesure, c'est parce qu'elle le fait au fur et à mesure. Oui, exactement. Elle le fait au fur et à mesure. C'est juste un effet graphique de ChatGPT. Oui. Voilà. Il n'écrit pas à l'avance, puis produit sur l'écran, tout à fait. Hein. Il génère au fur et à mesure parce que c'est récursif. Donc, finalement, il peut mélanger des choses vraies et fausses parce que statistiquement, ça se trouve comme ça, sans aucune intention, bien sûr. La machine n'a pas d'intention, et indépendamment de la qualité des données elles-mêmes. Alors, on appelle ça hallucination. Je crois que ce matin, vous avez dit c'est un mot qui n'est pas adapté. Je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'il vaut mieux utiliser autre chose. Ce sont des corrélations fallacieuses. Aberration, non? Ah ben, des aberrations. Il n'est pas aberrant, je veux dire. Il fonctionne normalement, j'allais dire. Simplement, il établit des corrélations qui sont fallacieuses. Corréler n'importe quoi avec n'importe quoi, c'est bien connu aussi en statistique, ça donne n'importe quoi. Donc, vous savez par exemple qu'il y a une corrélation, on regarde la consommation de chocolat dans un pays et le nombre de prix Nobel de ce pays, eh bien c'est corrélé. Donc, manger du chocolat. Non, rien à voir. Voilà. Donc ça, c'est un phénomène qui est quand même important, parce que c'est un mélange de vrai et de faux quand on va utiliser ces systèmes pour différentes tâches qui peuvent avoir une certaine importance. Le résultat doit être vérifié, parce qu'il peut mélanger du vrai et du faux. Par qui est-ce qu'il peut être vérifié? Voilà la question. Si l'utilisateur n'a pas la compétence pour vérifier le résultat, eh bien, on va avoir entre guillemets n'importe quoi qui est produit par les systèmes. D'où l'importance du contrôle humain. Donc on peut les utiliser pour générer des choses, avoir des idées, permettre d'engager, disons, une rédaction, mais vérifier. Dans le papier du SNJ-CGT dans Options, il y a un exemple qui est donné qu'une IA a écrit qu'Arnold Schwarzenegger skiait si bien qu'il ne soulevait pas de neige derrière lui. En fait, évidemment, c'était une citation d'un ancien moniteur et c'était une façon de parler. C'est impossible. Et Emmanuel Vien, vous vouliez réagir, et puis il y a une phrase qui est intéressante dans ce papier du SNJ-CGT. C'est de comparer l'IA comme outil pour les journalistes à un couteau dans une cuisine. C'est-à-dire, c'est potentiellement dangereux, mais aucun cuisinier ne va faire la cuisine sans couteau, quoi. Est-ce qu'on en est là dans le journalisme? Oui, alors justement, pour ce que tu disais, c'était... Et alors pour Valérie aussi, puisqu'elle a parlé des banques qui sont depuis longtemps, et en particulier le Crédit Mutuel, et ça me permet de rebondir. On a pu entendre à la matinale de France Inter un ancien secrétaire général d'une grande confédération française qui y travaille maintenant. En début de semaine, j'ai trouvé cette interview particulièrement scandaleuse quand on sait ce que fait le Crédit Mutuel. Et le Crédit Mutuel est donc la première banque, puisqu'il possède toute la presse quotidienne régionale de l'Est de la France, vous savez, par un groupe qui s'appelle le groupe EBRA, donc qui a les journaux Dernières Nouvelles d'Alsace, à Strasbourg, Le Bien Public, l'Est républicain dont je vais parler tout de suite, Le Républicain Lorrain, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès à Lyon, enfin voilà, toute la façade, c'est le Crédit Mutuel.
Donc le Crédit Mutuel nous avait déjà habitués à une information uniformisée et low cost, par exemple en faisant un petit bureau à Paris avec là des humains, mais en regroupant toute l'information nationale et internationale qui va apparaître dans tous ces canards-là. C'est une vingtaine de journalistes qui le font à Paris, et donc vous avez la même information, nationale ou internationale, que vous soyez à Strasbourg, à Dijon, etc. Donc ça, c'était là arrive l'IA, qui, dans la presse d'information, là, la vraie, on ne parle pas de Voici, de mon groupe, la presse d'information qu'on dit d'information politique et générale. Donc c'est pour ça que c'est important aussi pour nous, parce que derrière, ce sont des groupes qui ont beaucoup de subventions publiques. Je vous rappelle que la presse est subventionnée en France, et beaucoup subventionnée. C'est 400 millions d'aides directes par an, et c'est à peu près 1,4 milliard avec les aides indirectes. Un taux de TVA réduit à 2, etc., aide au portage, aide postale. Donc voilà. Et le Crédit Mutuel, via son groupe de presse EBRA, est le premier à avoir mis en place l'intelligence artificielle à l'Est républicain. Et alors, comment ils ont fait? Ils sont pas, évidemment, ils ont fait les choses en partant en plus des plus précaires d'entre nous. Ils sont partis des correspondants locaux de presse, c'est-à-dire ce ne sont pas des journalistes professionnels, ce sont les gens qui fournissent l'info locale dans les villages et tout. Historiquement, c'était l'instit à la retraite, c'était qui faisait le match de foot du dimanche, ce qui s'est passé à la paroisse ou à la mairie, etc. Bon, sauf qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins des retraités, c'est juste des jeunes qui ne peuvent pas être journalistes et qui ont envie d'être journalistes, de le devenir, et qui commencent souvent en étant correspondant local de presse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, c'est l'IA qui va traiter les papiers des correspondants locaux de presse. Voilà. Donc, en fait, le correspondant local de presse envoie son papier, il est corrigé, mis en forme, mais même le titre, parce qu'il n'y a pas que la correction orthographique. Si on pensait que c'était juste pour faire de la syntaxe ou de l'orthographe, ça existe depuis longtemps. Mais en fait, c'est mettre en valeur le papier par son titre, par le chapeau, etc., etc. La direction nous dit, c'était en place depuis 2 mois ou je ne sais pas, que ça se passe très bien. Il tire un bilan prometteur de ses premiers robots journalistes. Je vous engage tous à aller sur le site Arrêt sur Image, qui a sorti heureusement un long article pour dire rapport très mitigé sur l'usage de ChatGPT, réécriture erronée et faible gain de temps. Parce qu'évidemment, derrière, il y a un vrai journaliste, un secrétaire de rédaction qui va devoir vérifier, comme tu l'as dit, etc. Donc ça, pour nous, on sait très bien que, comme on parlait de gain de productivité, et souvent les patrons allemands sont plus directs que les patrons français. Donc pour terminer mon propos, je voulais juste terminer par l'année dernière, en février 2023, on a eu le premier plan social dans un groupe de presse et de médias lié à l'IA. C'est pas dans n'importe quel groupe de presse. En Allemagne, c'est le groupe Springer, qui est un groupe de presse réactionnaire qui possède le tabloïd Bild. Je sais pas si vous connaissez, c'est un truc vraiment très, même pas comparable à des formats qu'il y a en France. Oui, non, il n'y en a pas des Bild. Même le nouveau JDD d'extrême droite, c'est compliqué de le comparer avec Bild. Plutôt avec les tabloïds anglais. C'est ça. Voilà, exactement, tu connais ça très bien, Clément. Mais qui a aussi Die Welt, Die Welt qui est un hebdo quand même, l'équivalent du Spiegel, mais de droite, quoi. Enfin, de droite très conservatrice. Premier plan social en février 2023. Pourquoi? L'IA va révolutionner le journalisme, c'est le patron qui parle, va révolutionner le journalisme et les médias en soutenant ou remplaçant le journaliste. Et donc là, on est dans la phase remplacement. On ne voit pas le soutien pour l'instant. Valérie Lefebvre-Haussmann, je vous laisse la parole. Et puis le risque dans votre secteur, c'est que la programmation serve l'intérêt de l'entreprise plutôt que ceux des clients. Oui, effectivement. Aujourd'hui, que ce soit dans l'assurance ou dans la banque, quand on est en relation clientèle, ça fonctionne comme un entonnoir, leurs algorithmes. On rentre, nous, des données du client et l'informatique va nous dire « faut vendre tel produit à la personne que vous avez en face de vous ». Aujourd'hui, on peut encore essayer de modifier ce qu'on nous propose. Mais demain, on ne sait pas ce que ça va devenir puisqu'on n'a pas de vision. Aujourd'hui, ils veulent pas qu'on ait une discussion sur, je l'avais fait avec humour, mais où vais-je ou courge. On ne sait pas du tout ce que ça va donner. Si les informaticiens ont comme
comme consigne d'aller vers tel produit, ils vont faire en sorte que l'algorithme nous emmène vers tel produit parce que dans le plan stratégique de l'entreprise, ça va être ça. Et que ça répondra pas forcément aux besoins de nos clients. Donc ça pose des questions. Et puis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure et ce qui a été dit ce matin sur l'absence de dialogue social dans le rapport gouvernemental où c'est honteux puisque il cite qu'il y a 0. Je vais citer un patron. Oui, il faut rappeler simplement que dans ce rapport, il y a une ligne dédiée au dialogue social et que c'est écrit 0. C'est-à-dire que c'est même pas que c'est un angle mort où ils ont oublié de le mettre, c'est noté, c'est écrit 0 €. Je vais citer le directeur général adjoint du Crédit Agricole qui a dit récemment dans les médias « L'intelligence artificielle générative va avoir beaucoup plus de compétences qu'un cerveau d'un conseiller dans une agence bancaire. » Donc je vous raconte pas le mépris de classe. Et il a rajouté, avec le digital, on était sur une logique où les tâches sans valeur ajoutée étaient confiées au digital et l'expertise au niveau humain. Cela, c'est terminé. Donc on voit bien que nos directions d'entreprise, poussé très certainement par pas du gain des actionnaires. Hein. Tout revient pas qu'à nos directions d'entreprise. Ne vont que sur la productivité et que sur le remplacement de certains métiers par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, vous utilisez tous votre smartphone pour faire vos comptes. Vous faites tous notre boulot, en fait. Ça choque quand on va dans la grande distribution, on veut pas aller aux caisses automatiques. En revanche, tout le monde fait ses opérations bancaires sur son téléphone ou sur son ordi. Toutes les données qu'on rentre sont collectées, toutes les opérations qu'on fait sont compilées pour pouvoir, nous, derrière, en tant que conseiller bancaire, dans certains, ça s'appelle chargé de vente, hein, donc... Ils ont changé les termes, parce qu'on a quand même des obligations de conseil. C'est utilisé pour réorienter nos clients, hein, quand même. Faut pas être naïf là-dessus. Ça pose des questions éthiques. On l'a dit ce matin sur la frontière entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça a été dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait des données? Comment c'est collecté? Il y a beaucoup d'intelligence artificielle qui sont achetées aux États-Unis. Ça va où après? Syndicalement, on voit que, alors vous êtes pas du tout consulté, vous n'êtes pas convié. Est-ce que vous aviez suffisamment anticipé ces changements-là? Est-ce que vous étiez préparé au fait que ces technologies-là arrivent, qu'elles bouleversent les choses? Depuis le temps, on est habitué aux évolutions technologiques dans nos secteurs. Et là, je voudrais remercier les journalistes parce que les infos, on les a par la presse, nous. On les a pas par la boîte. Heureusement qu'il y a encore des journalistes qui interrogent nos patrons pour qu'on sache où ils veulent aller. Mais on a des revendications. On sait que les gains de productivité, ça a été dit par vous tout à l'heure, il faut qu'ils reviennent aussi aux salariés. Ça peut pas être uniquement l'entreprise et les actionnaires qui récupèrent la plus-value qui va être dégagée par le travail confié à l'informatique. Et là, pour le coup, on a plusieurs pistes de travail dans toute la CGT. Ça a été dit ce matin, la réduction du temps de travail, les augmentations de salaire, et puis la formation professionnelle. Ça a été dit aussi ce matin, non, c'est Ida tout à l'heure qui l'a dit quand elle est intervenue, de dire le compte personnel de formation, il a été mis en place pour qu'on se forme avec nos propres deniers. Avant, on nous demandait de le faire que si on voulait faire de la reconversion. Aujourd'hui, on nous demande de le faire dans le cadre de notre travail pour pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et ça, il faut revenir dessus. La CGT, elle a une revendication qui date de plusieurs années maintenant, c'est la sécurité sociale professionnelle où on dit que tous les gains de productivité doivent servir aux salariés, qu'on doit négocier collectivement des droits qui vont être attachés à la personne.
Emmanuel Lavignac, même question. Est-ce que là, l'UGIC, la CGT, est-ce que les syndicats de la CGT ils sont suffisamment appareillés face à ces problématiques d'IA ? D'abord, je rejoins effectivement ce qui a été dit, c'est que nous, notre but, déjà en dehors d'encadrer et d'essayer de faire des accords pour encadrer l'IA dans les entreprises, c'est de récupérer les gains de productivité. Donc oui, et toute la CGT, on est tous sur la même ligne à ce niveau-là. Après, sur le fait, est-ce qu'on a été surpris de l'arrivée de l'IA ? Je pense que tout le monde a été un peu surpris de l'arrivée de l'IA générative, hein, parce que sinon, les algorithmes et l'IA, il y a longtemps qu'on l'a et on sait très très bien. La générative, de toute façon, tout le monde a été un peu pris de court. Mais en revanche, et ça rejoint un petit peu une question tout à l'heure qui a été posée par une camarade sur voilà, il y a longtemps qu'on a des problèmes pour contacter les syndiqués ou pour arriver à appréhender aujourd'hui comment est réparti le travail. Le travail a éclaté, l'organisation du travail, la division du travail, enfin le grand capital, comme on dit. Il y a un petit moment qu'il nous attaque en réorganisant à tout crin. Donc en fait, on s'attend toujours, j'ai envie de dire, depuis quelques années ou 20 ou 30 ans, à une mauvaise nouvelle. La technologie, on y a eu recours, du coup, syndicalement, pas encore l'IA, mais au moment du Covid, et aujourd'hui, on utilise régulièrement des technologies. Alors effectivement, souvent, ça peut être qui vient des GAFAM, ça, on est d'accord. L'enjeu, c'est disons que pour l'instant, effectivement, on est un peu dans les cordes, donc on utilise les outils qu'on a, mais peut-être qu'on pourra revenir après sur ce que nous, notre réponse syndicale, elle est là. Hein, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on peut faire dans les entreprises, c'est essayer d'avoir des droits nouveaux, c'est mobiliser les salariés pour nous aider, bien évidemment, parce qu'on construira jamais de droits sans élever le rapport de force. Ça s'est fait au moins aux États-Unis. On va dire que pour l'instant, on a cet exemple-là à Hollywood, où il y a eu une grève de 148 jours. 15 000 scénaristes se sont mis en grève pour exiger et faire un accord de 94 pages, tenez-vous bien. Donc j'espère qu'un jour on arrivera à ça, mais grâce à une grève. Alors, on sait très bien que les grèves aujourd'hui, on a du mal à les mettre en place, tout simplement parce qu'on n'est pas présent. On est très peu présent dans les grandes entreprises, etc. Mais cette grève, quand même, je vais revenir sur les scénaristes, ils ont quand même obtenu, alors sur deux choses qui sont intéressantes, c'est déjà des augmentations salariales, alors évidemment on est aux États-Unis, hein, donc on va parler de primes, mais effectivement par rapport à leurs scénarios, les scénarios qu'ils ont distribués et qu'on voit dans toutes les séries Netflix et ailleurs, ils ont dit à chaque fois qu'il y aura beaucoup de succès sur une série, nous on veut une commission, hein, donc ils ont obtenu ça. Et ils ont obtenu aussi une régulation de l'IA, alors qui est intéressante par rapport à ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le fait de ne pas reconnaître si un scénario est écrit complètement par l'IA, d'abord normalement ça ne devrait pas être possible, mais en tout cas ça ne peut pas être gardé comme ressource. Ce qui est autorisé, c'est que les scénaristes utilisent l'IA pour faire leur scénario, mais ça doit être évidemment, on va dire, déclaré, et surtout, aucune boîte de production ne peut obliger un scénariste à utiliser l'IA. Donc en fait, voilà, mais là, on est sur un autre... pour parler de mobilisation, donc nous, notre objet, il est là, d'utiliser l'IA. Comment on peut faire ? L'IA, on peut essayer de nous construire avec nos propres données. On peut essayer de faire, j'ai envie de dire, une IA CGT pour justement... Dire, est-ce que, voilà, les syndicats utilisant l'IA. Alors, vous savez qu'il y a déjà un petit site qui s'appelle ChatCGT, mais qui n'est pas officiel, c'est parodique, ça a été fait par quelqu'un. ChatCGT, l'IA marxiste, c'est sous-titré. Mais alors, en faire de ce jeu, qui n'a de nouveau rien d'officiel dans la CGT, hein, c'est une blague de quelqu'un. Faire ce genre de choses pour de vrai, ouais. Alors déjà, si nous, on devait construire de l'IA, il ne s'agit pas de remplacer du travail. C'est-à-dire que d'abord, on n'est pas une entreprise en tant que syndicat. Enfin, on peut avoir des salariés, mais normalement, on n'est pas une entreprise. Mais on pourrait se construire une IA avec les données que nous avons. Un exemple très simple, hein. Tout le monde connaît Cogiciel, Cogetise et espère la Cogiciel V2, d'accord ? Avec l'IA, avec nos propres données, il serait tout à fait possible de répertorier, de cartographier où sont nos forces. On parlait tout à l'heure, justement, une dame qui parlait, et ça me prend le cœur parce que c'est notre quotidien. Les salariés qui sont en télétravail, qu'on n'arrive pas à joindre, qui sont rattachés à un siège social où ils ne travaillent pas. Ces gens-là, comment est-ce qu'on va leur parler, même nos syndiqués, comment est-ce qu'on fait des AG ? Alors,
juste pour revenir au passage avant, on a développé des AG à l'UGICT et dans d'autres syndicats, des AG en visio. Il va d'ailleurs y en avoir une dans peu de temps. Je reviens toujours sur Capgemini qui annonce une greffe pour le 16 mai avec une AG où vous avez 100 personnes, 120 personnes qui sont déjà inscrites. Donc on se sert déjà des technologies. Mais bref, pour revenir au sujet de répertorier, cartographier nos camarades, on pourrait tout à fait faire une carte où je sais que voilà, il y a 60 000 personnes en France, je vois au moins où ils habitent, même si c'est pas là où ils travaillent. Donc si un jour j'ai besoin, je sais qu'il y a une UL pas loin, je peux le contacter. Enfin, je veux dire, on peut se servir intelligemment des données qui sont du coup qui nous appartiennent. Alors, on aura toujours un problème, Mathieu Trubert est pas là, mais il y a toujours une possibilité de hacker où on est toujours malheureusement tributaire d'un matériel américain qui peut aller du câble, je te vois là-bas, du câble ou de la puce Nvidia américaine qui pourrait quand même choper des données. Ok. Mais en attendant déjà, parce qu'on a des besoins, donc je répète, c'est pas pour remplacer les gens, mais c'est pour combler des besoins, déjà pour mobiliser les camarades, contacter les salariés. On pourrait faire aussi utiliser des algorithmes sur des données publiques, donc on vole rien à personne, et qui sont tout simplement le nombre d'accords qu'il y a par exemple en France. On pourrait aller chercher à l'inspection du travail ou à la DRIEETS tous les accords qu'il y a dans ce pays et voir les manques par rapport aux entreprises et savoir comment juridiquement on pourrait attaquer ou voir les failles. Enfin, on peut essayer de retourner l'ennemi et de s'en servir, mais je répète, oui, il y a une question de s'approprier l'outil pour pas que ça disparaisse, enfin, surtout pour les données, que ça disparaisse aux GAFAM, quoi. Raja Chatila, comment vous voyez ça, les syndicats qui cherchent à s'emparer des outils IA, ça crée des enjeux, c'est-à-dire que il faut une IA qui vous répond en précisant qu'elle est une IA, qui a de la transparence, qui doit vous inciter à aller lire sa source, etc., etc., etc. Comment vous voyez ça? Bien, bon, d'abord, un syndicat, c'est une entité qui doit aussi respecter les principes éthiques comme tout le monde, même si je dirais même plus que tout le monde. Et donc, tout ce qu'on peut dire sur les questions éthiques, c'est-à-dire le contrôle humain, la transparence, l'inclusion, la participation dans la conception des systèmes, des différentes catégories, des différentes parties prenantes, etc. Tout ça, ça doit être la responsabilité. Bon, ça, c'est clairement, je veux dire, ça va sans dire, enfin, ça va mieux en le disant, mais aussi, l'objectif du syndicat, effectivement, c'est de réunir des gens sur des bases, et donc les réunir, ça signifie effectivement, d'une certaine façon, aller à l'encontre de la tendance naturelle de l'IA, qui est l'automatisation. Faire participer syndiquer les membres, voire au-delà, c'est essentiel, il me semble. Leur fournir aussi la capacité d'intervenir. Si on parle d'agents conversationnels, c'est pas quelque chose qui doit être alimenté comme ça pour fournir des réponses standards. C'est un outil pour aider à mieux comprendre, mieux appréhender, parce qu'on va aller chercher une information qui n'est peut-être pas, qui n'est pas facile à obtenir. C'est aussi donc répondre au questionnement. Effectivement, ça a été dit, faire un état des lieux. Où est-ce que essayer de faire sens d'informations qui remontent de diverses structures, diverses organisations locales. Tout ça, c'est des outils, donc tout ça, l'IA peut aider à le faire. Mais ce qui est essentiel quand même, c'est ça, ce que je disais, ne pas perdre de vue qu'un syndicat, ce n'est pas effectivement une entreprise, mais c'est aussi une structure qui fait le lien dans des objectifs bien déterminés, et ce lien ne doit pas être perdu par l'utilisation d'un système d'IA. Emmanuel Vire, un mot de conclusion. Oui, alors là-dessus... Pardon, j'ai oublié quelque chose. La formation. Pardon, peut-être que tu allais le dire. J'ai oublié. Je vous fais juste une relance pour la version podcast, comme ça je comprends. Et sur les questions d'éducation citoyenne, puisque c'est le cœur de votre travail, Raja Chatila.
Effectivement, parce que quand je dis formation, il y a deux choses, c'est-à-dire la formation à l'IA. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une formation à l'IA d'une certaine façon, mais il faut aussi l'organiser de manière plus approfondie pour que les gens comprennent de quoi il s'agit, enfin, tout ce qui s'est passé ce jour, de quoi il s'agit, comment ça marche, les limites inévitables, comment réagir par rapport à l'utilisation de ces systèmes, leur déploiement effectivement dans les entreprises, la formation à l'IA, et pour qu'on sache de quoi l'on parle, et d'autre part, l'utilisation de l'IA pour la formation, mais dans d'autres domaines, parce que justement on peut synthétiser des informations, on peut aider, voilà, c'est une grande question, hein, comment utiliser l'IA dans les universités par exemple pour faire des cours ou pour essayer en tout cas de structurer des cours. C'est toujours la même question, c'est un outil qu'il faut utiliser toujours en vérifiant, mais ça peut aller chercher des choses que à première vue on n'a pas en tête. Donc l'exploitation de ce moyen de recherche d'information pour la formation, la mise à jour, on parle de compétences, me semble aussi un moyen important, parce que le rôle du syndicat, c'est ça aussi. Absolument. Emmanuel Vier, un mot de conclusion. La formation, c'est une mission historique du syndicalisme. Oui, tout à fait. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Et moi, je voulais juste aussi rebondir en conclusion sur 2 points, très rapidement. Un premier point par rapport à ce qu'a dit Emmanuel, que je partage totalement. Bon, après, Emmanuel, on est à la CGT, donc on est déjà en train d'absorber les effets du Covid, du télétravail, par l'utilisation effectivement de nouveaux moyens de communication, des AG virtuels, tout ça se fait maintenant, c'est vrai, c'est pas mal. D'ailleurs, l'UGIC, pour ça, nous aide beaucoup, parce que je vous rappelle le rôle précurseur de l'UGIC sur le télétravail, etc. Mais les effets du télétravail sur notre activité syndicale, on ne les a pas tous encore ni calés, ni incorporés, ni changé nos méthodes derrière, etc. Et c'est un gros enjeu. Donc, sur l'utilisation de l'IA dans nos structures syndicales, je partage, mais bon, voilà. Deuxième point, mais le plus important, c'est évidemment la construction du rapport de force sur cette thématique de l'intelligence artificielle. Et pour ça, c'est le lien entre nous. Je vois mon camarade du spectacle qui est là. Le SNJ a décidé, bon, déjà, nous sommes dans un processus de rapprochement très avancé avec la Fédération du spectacle, mais ça n'a rien à voir. Mais sur cette question de l'intelligence artificielle, de aussi donc notre statut d'auteur et comment ça percute aussi la propriété intellectuelle, le droit d'auteur, la protection des sources, etc. Il faut qu'on travaille ensemble, mais aussi qu'on travaille par exemple avec les banques et assurances sur le crédit mutuel. Nous, on est dans les journalistes, dans ce groupe EBRA qui fait n'importe quoi, dans un groupe qui se veut mutualiste et tout, et donc où on a eu, et cette fois-ci je vais citer son nom pour terminer parce qu'il m'a tellement énervé cette semaine, Laurent Berger, qui nous a fait une pub catastrophique de cette... Bon, voilà. Donc voilà, c'est surtout comment, ensemble, on va pouvoir y répondre en créant du lien, mais là, du vrai lien, du lien humain et syndical. Valérie Lefebvre-Haussmann. Et notre difficulté dans le rapport de force à mettre en place, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme aujourd'hui, l'IA répond à des besoins artificiels, hein, à des besoins des collègues, puisque... moi, je le dis, tout le monde ne le dira pas comme ça, mais moi, je suis persuadée que nos entreprises, nos directions, ont volontairement planifié le sous-effectif pour pouvoir mettre en place des outils et gagner sur la masse salariale. Il faut appeler un chat un chat. Donc, comme aujourd'hui, ça répond à un besoin immédiat, c'est très compliqué d'avoir ce rapport de force tout de suite. Mais notre rôle, c'est d'aller voir nos collègues, de discuter avec eux, de faire des réunions d'information pour pouvoir discuter avec eux de l'avenir, pas de l'instant T, de ce qui va se passer, de ce qui risque de se passer, et d'anticiper avec eux et s'interroger sur le sens de notre travail et de quel travail nous voulons pour demain. Et j'en profite pour faire un peu de pub pour l'ANVO, parce que l'ANVO, dans son numéro de l'été 2023,
se pose la question de l'avenir de notre travail. Donc je vous invite tous à le lire et à vous abonner à la NVO. Merci. Emmanuelle Lavignac. Oui, juste pour conclure, pour dire que effectivement, je suis un peu partie sur le syndicalisme 4 ou 5.0, mais je ne dis pas que des choses irréalistes, parce qu'en Suède, cher Emmanuel, mais oui, on n'a pas parlé de l'exemple suédois, Emmanuelle Lavignac. Un syndicat qui compte quand même 650 000 membres, d'accord, a développé une IA, tiens-toi bien, pour savoir quand s'organiser, négocier ou manifester. Alors, je ne l'ai pas eu en main, je ne sais pas si... mais il me semble qu'il n'est pas actif, mais il travaille sur cette idée-là. Ouais. De fait, voilà. Et juste pour finir, pourquoi ? Un agrégateur de données complexe. Pour finir, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'il ne faut pas qu'on non plus, effectivement, déjà, on a beaucoup de retard sur comment mobiliser, tu vois, et que oui, il faut quand même se remuer là-dessus. Voilà, merci. Rajesh Attila, un dernier mot. Rajesh Attila, un dernier mot de conclusion. D'accord, pardon, j'attendais votre question. Eh bien, moi, je pense que l'IA, c'est un sujet aujourd'hui important qui est devenu un sujet de société. Et aussi important que les sujets de société que sont finalement comment on développe les outils de travail, etc. Ça impacte beaucoup. Là où c'est différent, c'est que ça impacte l'être humain. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, bien sûr, on fait allusion à l'intelligence naturelle et ça impacte l'être humain. Et c'est pour ça que ça touche énormément tout le monde, mais ça touche énormément la valeur, les valeurs humaines, et ça touche bien sûr évidemment l'organisation sociale et le travail. Donc aujourd'hui, on voit arriver une technologie. Et comme ça a été dit, l'IA générative est arrivée un peu brutalement, donc on n'a pas été préparé pour ça. On trouve une technologie qui prétend, effectivement, pour la première fois de manière très explicite, être capable de remplacer l'humain, parce qu'elle utilise quelque chose qui est essentiel chez les êtres humains, c'est le langage, c'est la production de textes, c'est la production des moyens de circulation de la pensée. Et notre travail, beaucoup dans un domaine qui est celui des cadres, c'est la production de textes et la production un travail qui est plutôt intellectuel. Donc c'est important de tenir compte de cet impact important et de ne pas oublier néanmoins que c'est une technologie, ce n'est rien d'autre qu'une technologie, c'est un outil, ce n'est rien d'autre qu'un outil. Et donc, comme tous les outils, il faut les maîtriser, il faut les cadrer, et il faut que ceux qui veulent les utilisent à bon escient, et surtout qu'on ne puisse pas les imposer. Donc, si je parle à une organisation syndicale, je dirais ça. Je dirais, attention, le rôle aussi d'un syndicat, c'est de maîtriser la manière dont les outils sont déployés dans les entreprises, et à tous les niveaux. Merci beaucoup à vous quatre, à Emmanuelle Lavignac de l'UGICT, Valérie Lefebvre-Haussmann de la CGT Banque Assurance, Emmanuel Vire du SNJ CGT et Rajesh Attila de Sorbonne Université. Merci d'avoir pris le temps de cette discussion. Merci à vous dans le public ou derrière vos écouteurs de nous avoir suivis jusque-là. C'est pour moi le moment de vous inciter à vous abonner à ce podcast accessible à toutes les bonnes adresses. On se retrouve très bientôt. Salut. Merci Clément.